Merci beaucoup André, monsieur le sénateur. Bonjour à tous, pardon de ce retard, oui j'arrive de Londres où, pour ne rien vous cacher, mais vous aurez vu les nouvelles comme moi, c'est un peu le bazar, y compris pour les horaires des trains. Mais je suis très heureux de pouvoir être avec vous cet après-midi, être au Sénat pour parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un moment important, ce 70e anniversaire, et je pense qu'il était essentiel que le Parlement, le Sénat, y consacre ce moment de réflexion. Je sais que vous avez beaucoup d'interventions prévues. Ce que moi je pensais vous dire, pour compléter peut-être ou apporter mon expérience, c'est non pas un retour sur le droit. Vous avez d'excellents juristes qui interviennent sur ces sujets ou sur l'histoire de ce texte, mais vous dire à quel point aujourd'hui encore dans ma pratique quotidienne de diplomate au service des droits de l'homme, ce texte est essentiel. Et puis peut-être de voir comment on peut, parce que rien n'est jamais acquis, améliorer le système actuel, l'utilisation qui est faite de la Déclaration universelle. Vous l'aurez compris, je me place dans une perspective délibérément volontariste. Je ne dirais pas optimiste, parce que là, ça serait forcer le trait. Il suffit de regarder l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers jours même, pour voir à quel point la situation des droits de l'homme dans le monde est problématique. On pense à l'Arabie Saoudite, évidemment, à la Turquie, où des arrestations ont encore eu lieu ce matin. On pense au Brésil, avec les élections qui viennent de s'y dérouler. On pense à la Chine, avec cet article dont je vous recommande la lecture sur le million de personnes enfermées dans des camps de rééducation au Xinjiang. On pense à l'Égypte, on pense à une majorité de pays aujourd'hui dans le monde où la situation est très inquiétante. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, m'a demandé, dans une rencontre que nous avions, de lui dresser un tableau des droits de l'homme dans le monde, je lui ai dit, monsieur le ministre, ça va être un soulage, ce tableau, ça va être du noir, beaucoup de noir. Comme dans tous les tableaux de soulage, ce qui fait la différence, c'est le trait de lumière. Et donc moi, je voudrais insister un petit peu sur ce trait de lumière, sur ce qu'on peut faire pour essayer de trouver des raisons encore d'espérer, malgré ce constat très, très négatif. Les droits de l'homme aujourd'hui dans le monde sont en recul, mais ça n'est pas une raison pour baisser les bras, au contraire. Je crois que vous êtes remonté aux origines, c'est important. Je pense qu'il faut parler du moment 48. C'est celui qu'on va célébrer dans quelques jours, l'adoption de la Déclaration universelle. Le moment 48 est en fait 45, puisque tout ça prend ses racines dans la construction de l'Organisation des Nations Unies et le verdict du tribunal de Nuremberg dont André a parlé. C'est de là que provient le texte de 1948, les textes, devrais-je dire, puisque on sait bien que le 10 décembre, à Paris, la Déclaration universelle pour les droits de l'homme a été adoptée. On oublie parfois que le 9 décembre, la veille, il y a eu un texte essentiel également, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui a été adopté. C'est tout le travail dont tu as parlé, André, de Lemkin, qui était validé par l'adoption de ce texte. Mais on voit encore aujourd'hui combien il est essentiel au devoir de mémoire, à la justice internationale. Je sais que vous avez parlé également de la décision des tribunaux mixtes du Cambodge, qui a condamné, enfin, devrait-on dire, deux responsables Khmer Rouge pour ce crime de génocide. Mais donc c'était une pierre essentielle sur laquelle on continue de s'appuyer. La déclaration de 1948, on vient d'en parler. D'abord, c'est un texte magnifique. Je vous engage tous à le relire. Il est court, 30 articles. Il est encore aujourd'hui d'une grande actualité. Et en même temps, c'est un texte qui a été adopté il y a 70 ans. Il porte les traces de son histoire, du contexte dans lequel il a été négocié. On n'y trouvera pas ou peu de références
à des questions essentielles comme les droits des femmes, comme les droits des enfants, les droits des personnes LGBT, autant de sujets qui n'étaient pas dans l'esprit des rédacteurs de 1948, simplement parce que on n'était pas assez avancé. On l'est aujourd'hui, et j'y reviendrai, c'est peut-être dans ces directions-là qu'il faut creuser si on veut améliorer ce texte. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous citer ce qui est pour moi mon article préféré, en tout cas dans la période. C'est le deuxième alinéa de l'article 13 qui dit « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ». Je pense que dans le contexte des débats que nous avons sur les migrations, c'est une phrase qu'il faut garder en tête. En tout cas, moi, elle ne me quitte jamais vraiment. On parle de 48, on parle aussi de ce qui a suivi. Puisque, comme on vient de le rappeler, la Déclaration universelle, c'est juste ça, c'est une déclaration, elle n'a pas de portée normative. Elle devait être complétée, en principe, dans la foulée par des traités internationaux, mais le contexte de la guerre froide a fait qu'il n'a pas été possible d'adopter ces textes et qu'il a fallu très longtemps pour qu'on parvienne à compléter la Déclaration universelle. Il y a eu une étape importante, c'est 1950 et la Convention européenne pour les droits de l'homme. Je me réfère aussi toujours à ce qui est un pilier du droit international des droits de l'homme. La Convention européenne, c'est ce qui nous protège sur le continent européen au sens large, puisque ça inclut aujourd'hui encore, et malgré les difficultés, je sais que je parle devant un sénateur qui siège à la PCE, la Russie et la Turquie. La Convention européenne, c'est l'outil qui permet de condamner justement des pays comme la Russie et la Turquie lorsqu'ils violent de façon systématique les droits de l'homme. Il y a eu hier un jugement important condamnant la Russie pour avoir organisé des procès politiques, ce sont les termes du jugement, et c'est un terme fort, contre Alexeï Navalny dans les dernières années. Illustration, si besoin en était, de l'importance de cette convention. Je vais très vite parce qu'on va à grands traits, mais donc 1950, 1966 ensuite, donc l'adoption des pactes qui auraient dû être immédiatement après la Déclaration universelle scellée. Il a fallu 18 ans donc, de négociations pour arriver aux deux pactes fondateurs des Nations Unies, le pacte sur les droits civils et politiques et le pacte sur les droits économiques et sociaux et culturels. On voit bien la dichotomie, on travaille encore dans ce contexte, elle était très marquée par l'ambiance de la guerre froide, mais ça reste aujourd'hui un débat dans les instances des Nations Unies. On nous reproche parfois de privilégier les droits politiques contre les droits économiques et sociaux. Ça, c'est un débat légitime. Ce qui l'est moins, c'est le relativisme qui gagne à la faveur de ce débat, et j'y reviendrai aussi. L'autre grande date, pour moi, 1998, évidemment, le traité de Rome, le statut de Rome et la création de la Cour pénale internationale. Alors, évidemment, la CPI, dont on marque aussi le 20e anniversaire cette année, n'a pas donné entièrement satisfaction, a déçu beaucoup des espoirs qui avaient été placés en elle, mais enfin, elle a le mérite d'exister. Et c'est un outil qui a pu permettre des condamnations de dirigeants importants. Au Rwanda, la première condamnation pour génocide devant la CPI, c'était pour un responsable rwandais. Dans l'ex-Yougoslavie, on a en tête la condamnation de Milosevic pour crime contre l'humanité. Ce sont des pierres sur le chemin de la lutte contre l'impunité. Et aujourd'hui, alors qu'on voit bien que c'est difficile de faire aboutir une affaire devant la CPI, cette formule également critiquée des tribunaux hybrides, comme on en a au Cambodge, comme on songe à en créer en RCA, a le mérite de ne pas laisser totalement impunis des crimes d'une gravité extrême. Les débats donc autour de la CPI, ils vont se poursuivre, mais je crois que c'est important que la France continue à défendre cette instance. En tout cas, moi, je le fais à chaque fois que je le peux. L'autre et le dernier jalon de ce long combat pour consolider l'édifice dont la Déclaration universelle avait posé les fondations, c'est la création du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies. Ce conseil, donc, qui siège à Genève, qui regroupe 47 États, devait être un peu le pendant de ce qu'est le Conseil de sécurité pour la paix internationale,
pour les droits de l'homme. Là aussi, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et il est plutôt vide, on est tous d'accord, pour considérer que le Conseil des droits de l'homme n'a pas réussi à surmonter les vices inhérents à sa constitution, à savoir le poids d'un certain nombre de pays qui préfèrent être dans le Conseil, bien qu'ils ne soient pas du tout des pays qui respectent les droits de l'homme, pour en bloquer ou en ralentir les procédures. Et c'est quelque chose avec quoi on se bat chaque jour au sein de nos instances à Genève. Il y a quand même au sein du Conseil des droits de l'homme et à Genève de façon régulière un mécanisme qui porte la trace de cet ADN universaliste qui est celui de la déclaration de 1948. C'est ce qu'on appelle l'examen périodique universel. Alors, il n'est pas très connu, mais enfin c'est une forme de revue par les pairs qui permet à tous les États des Nations Unies, pas seulement les 47 membres du Conseil, de passer à tour de rôle devant les autres pays membres pour défendre leur bilan en matière de droits de l'homme. Et jusqu'ici, en tout cas, aucun État ne s'y est soustrait. Même ceux qui, comme les États-Unis, viennent de quitter le Conseil des droits de l'homme, comme Israël, ont toujours eu des mots très durs à son égard, même la Chine, même la Russie, tous passent devant ce système de revue par les pairs, qui là encore n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'incarner de façon concrète cette universalité que nous appelons de nos voeux. Ça veut dire évidemment que la France s'y soumet aussi. J'ai conduit la délégation française l'an dernier lors de cet examen périodique universel à Genève en janvier, en début de cette année en fait. Vous le savez tous, dans ces cas-là, on est soumis à des critiques qui sont parfois fortes, qui sont souvent légitimes, parfois aussi politisé, mais en fait c'est une infime minorité de pays qui utilisent le PU pour s'en servir comme une tribune politique. C'est le cas de la Syrie, du Venezuela, enfin des suspects habituels, mais la grande majorité des États jouent le jeu. Et quand on est, comme je l'ai été, face à vous, et que vous avez la planète entière devant vous qui vous dit dites donc, les prisons françaises, elles sont quand même dans un état lamentable. Vous êtes obligé de vous dire, en fait, ils ont raison. Et on avait promis il y a 3 ans qu'on allait les améliorer, et on ne l'a pas fait. Et ça a le mérite d'être une piqûre de rappel assez douloureuse. J'espère que cette fois-ci, elle sera entendue. Dans le cas des autres pays, on voit bien aussi les limites de ce système. Je voudrais dire un mot du passage de la Chine à l'examen périodique universel. C'était la semaine dernière à Genève. Moi, j'y suis allé parce qu'on voulait utiliser cette occasion justement pour adresser des messages forts à la Chine, notamment sur la situation des Ouïghours qui sont internés massivement, mais aussi sur la peine de mort, mais aussi sur les libertés politiques, mais aussi sur le Tibet, bien sûr. On a utiliser le temps de parole très court qui nous est imparti dans cette séance pour le faire. D'autres l'ont fait aussi, des pays qu'on appelle affinitaires, donc essentiellement des démocraties occidentales. Mais j'ai été obligé de constater qu'on était une petite minorité. La Chine a passé cet examen qui aurait dû être, si on était objectif, une mise en cause extrêmement sévère d'un bilan qui est celui de Xi Jinping et dont on voit tous les jours les ravages qu'il cause en matière de droits de l'homme, aurait dû passer cet examen de façon très inconfortable. Eh bien non, ça s'est très bien passé pour eux. Le représentant chinois, qui était un vice-ministre des Affaires étrangères, manière de montrer que Pékin quand même traite ce sujet avec beaucoup d'attention, parce qu'il s'agit justement de ne pas être critiqué publiquement. Eh bien, le vice-ministre, il a été applaudi par la salle. C'est le seul pays qui s'est trouvé dans cette situation. Et ça en dit long sur le rapport de force au niveau international avec lequel on doit composer. Je crois qu'on a des leçons à tirer de cet épisode. On voit que cette vision relativiste des droits de l'homme, qui est donc la négation même de l'universalisme que porte la déclaration de 1948, a gagné beaucoup de terrain, qu'il est probablement aujourd'hui majoritaire parmi les membres des Nations Unies. Quand je dis relativisme, c'est à la fois sur des questions culturelles. On nous dit « Ah oui, mais nous, on n'a pas la même vision des droits de l'homme que vous ». Ça ne fait pas partie de notre culture, ça c'est l'objection traditionnelle des Chinois, des Russes aussi, mais c'est aussi un système de poids, de mesure qu'il nous faut absolument combattre
par tous les moyens. On voit bien qu'on est limité, on voit bien qu'on l'est dans d'autres cas. Je ne peux pas ne pas dire un mot de l'affaire Khashoggi. Ce qui s'est passé dans l'enceinte du consulat à Istanbul est abominable. On en convient tous. Et on convient aussi qu'on n'a pas le moyen aujourd'hui de traduire les responsables de ce crime devant les tribunaux où ils devraient se trouver. Il existe des procédures aux Nations Unies, on va tenter de les employer. Il y a une saisine qui a été déposée par la Turquie, dont on voit bien là aussi qu'elle a un agenda en tête, mais auprès du secrétaire général des Nations Unies. Donc il y aura peut-être des suites. On voit bien cependant que, notamment au Conseil des droits de l'homme et plus encore au Conseil de sécurité, il y aura des blocages qui feront en sorte que l'enquête n'aboutira pas. Donc il faut être imaginatif, trouver des solutions pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité en la matière. En y réfléchissant, en discutant avec des juristes, on peut penser par exemple à ce qui a été le mécanisme d'enquête sur l'assassinat de Rafik Hariri, qui a permis, alors non pas de traduire en justice les responsables, mais de faire établir la vérité. Et c'est une première étape. Dans les pistes que j'évoquerai pour améliorer cet état de fait dont on est tous d'accord, je crois, pour constater qu'il n'est pas satisfaisant, il y a les traités, on en revient à ça. 1948, c'était l'espoir d'avoir des traités en matière de droits de l'homme qui soient suffisamment solides pour éviter le retour aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. On a les pactes. D'abord, ils ne sont pas signés et ratifiés surtout par tout le monde. On sait que la Chine n'a pas ratifié encore le pacte sur les droits civils et politiques. On a peut-être d'autres textes. Il ne faut pas renoncer à améliorer l'état du droit. Je pense notamment, je le disais, aux droits des femmes. Parce que en 1948, ce n'était pas considéré comme une catégorie de droit qui était suffisamment importante, parce qu'en 1960-70, quand on a eu des grandes avancées en matière de droits des femmes, les textes qui ont été adoptés portaient plutôt sur justement l'affirmation de droits civils et politiques. On a encore aujourd'hui, je pense, des lacunes, notamment dans la protection contre les violences faites aux femmes. Il y a peu de choses, quand on regarde le droit international, qui permettent de condamner les responsables de ces violences, parfois massives. On sait que le viol est utilisé comme une arme de guerre. Ça a été le cas en République démocratique du Congo, ça a été le cas sur d'autres champs de bataille. On réfléchit actuellement à ce qui pourrait être une transposition, un élargissement de la Convention d'Istanbul, qui est une convention du Conseil de l'Europe, précisément, et qui est, à mon sens, le texte le plus complet aujourd'hui en matière de droits des femmes. Et pour vous dire à quel point on est dans un rapport de force difficile, beaucoup de gens nous disent « Oula, surtout pas, ne rouvrez pas cette discussion, parce que si on renégocie ce texte, on aura quelque chose de moins bien ». Alors évidemment, ce n'est pas le but de la manœuvre et je crois qu'il faut réfléchir très, très sérieusement à nos objectifs, mais je crois qu'il ne faut pas s'interdire d'avoir cette ambition. C'est important, en tout cas dans le cadre de la priorité donnée par le président de la République qui en a fait un axe fort de son quinquennat aux droits des femmes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est pour nous une piste de réflexion importante. L'autre grand chantier, c'est le troisième pacte. Il y a les deux pactes dont on a parlé, et puis il y a le pacte mondial sur l'environnement, qui est un chantier majeur, qui ne fait que commencer, mais dont on voit bien, compte tenu des enjeux à la fois du réchauffement climatique et de la lutte contre les atteintes à l'environnement, celui qui sera la priorité des années à venir. La France a porté cette ambition d'avoir un pacte mondial pour l'environnement qui permette de mieux lutter contre ces phénomènes. Je rappelle que parmi les victimes dans les défenseurs des droits d'assassinat dans le monde, ce sont les défenseurs de l'environnement qui sont aujourd'hui en première ligne. Ils sont plus de 250 par an, d'après Global Witness, à être assassinés, notamment en Amérique latine, mais aussi aux Philippines, dans d'autres régions. Et donc c'est quelque chose à quoi il faut être très attentif. Troisième direction, piste que je vous livre telle quelle, parce que je pense que c'est par ce dialogue qu'on peut peut-être progresser ensemble.
tout ce qui concerne l'information et le numérique également, les nouvelles technologies. Mais il y a cette idée, portée notamment aujourd'hui par Reporters sans frontières, qu'il faudrait une déclaration internationale sur l'information et la démocratie, pour faire en sorte qu'on ne soit pas inondé par les fake news et par des tentatives de désinformation parfois grossières, mais parfois plus subtiles, et qui sont un des problèmes auxquels on doit faire face aujourd'hui. Donc autant de chantiers de négociation, de textes, que j'espère on pourra voir aboutir. On sait que ça prend longtemps, mais je pense qu'il ne faut pas les perdre de vue. Et puis pour terminer, quelques outils que j'aimerais bien pouvoir utiliser, moi, dans mon travail quotidien de façon plus systématique. Encore un traité, mais il existe déjà celui-là, donc il faut s'en servir, le traité sur le commerce des armes. Le TCA, qui a été adopté en 2014, ratifié par le Sénat. Il est encore jeune, ce traité, et peut-être qu'on n'a pas encore utilisé toutes ces possibilités, parce que je pense qu'on peut faire des progrès, et notamment en matière de transparence sur le commerce des armes, et notamment en matière de transparence vis-à-vis du Parlement. Donc j'espère qu'on verra des progrès dans ce domaine. Deux autres outils auxquels on réfléchit. D'une part, et c'est un sujet familier ici au Sénat, la question de la compétence universelle, qui revient sur le tapis. Cette idée portée dans cet hémicycle, ou plutôt dans le grand, par Jean-Pierre Sueur, d'avoir une clause de compétence universelle qui permettrait aux tribunaux en France de se saisir et d'avoir une saisine automatique de toute plainte pour crime contre l'humanité, de toute plainte contre génocide, et de faire appréhender par les autorités compétentes les responsables qui se trouveraient sur le territoire français. On voit bien, et on sait depuis l'affaire Pinochet à Londres en 98, que c'est une patate chaude. Les diplomates ne devraient surtout pas promouvoir un tel outil, parce que c'est la source, évidemment, de contentieux diplomatiques. Mais moi, je crois qu'il y a là une piste qu'il ne faut pas abandonner. Aujourd'hui, cette compétence universelle, elle existe en théorie en France, mais enfin, elle est quand même très encadrée par la loi, qui notamment pose un critère de résidence habituelle qui empêche d'intervenir dans le cas d'un passage en France de quelqu'un qui serait juste en vacances, mettons, après avoir commis des actes répréhensibles. Ça, c'est la loi qui le prévoit, et donc la loi peut changer sur ce point. Moi, je pense que ça serait une avancée. En tout cas, il y a des discussions en ce sens. Et puis, dernier outil, parce qu'il m'est cher, parce que je reviens de Londres, donc je vous disais, où j'étais hier à la remise des prix Magnitsky. C'est ce qu'on appelle la loi Magnitsky, c'est-à-dire ce système qui existe dans plusieurs pays, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Baltes, qui permet de sanctionner des responsables de violations graves des droits de l'homme, là aussi sur une dimension extraterritoriale. Elle tient son nom de celui d'un avocat russe, Sergei Magnitsky, qui avait mis au jour et dénoncé des corruptions et des trafics graves dans la société dont il était l'avocat, et qui, pour avoir osé dénoncer ces trafics, a été emprisonné et malheureusement est mort en détention des tortures qu'il a subies dans la prison de Matrochina à Moscou. Depuis, un de ses amis, Bill Browder, a porté ce combat, a réussi à faire adopter ces lois qui existent donc aux États-Unis. Oui, bientôt 7, j'espère. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est encore une fois, on est en démocratie, c'est au Parlement, je pense, de se saisir de ces sujets. Il y a un espace pour le faire. Je pense que le climat est plutôt porteur, parce qu'on voit bien qu'on est, je reviens à l'affaire Khashoggi par exemple, impuissant face à ce qui nous paraît quand même totalement inacceptable. Donc cherchons des outils nouveaux. La loi Magnitsky qui permet aux États-Unis, elle a été élargie non seulement au-delà de la Russie, à tous les autres pays où des violations graves des droits de l'homme sont commis, peut permettre de mettre une pression supplémentaire. La preuve en est que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup Vladimir Poutine. Alors vous savez que pour l'inquiéter, il faut quand même se lever d'assez bonne heure. Mais on y arrive, parce que si vous regardez la conférence de presse totalement surréaliste par ailleurs qui a été donnée par le président Trump à l'issue de leur rencontre au sommet à Helsinki en juin dernier, il y a un sujet dont ils parlent, dont ils disent qu'ils ont parlé, c'est
c'est l'arrestation de Bill Browder, le responsable de la loi Magnitsky, dont Vladimir Poutine a demandé au président américain, en échange d'autres contreparties, qu'il lui soit livré pour qu'on puisse enfin le mettre hors d'état de nuire. Là où ça prouve qu'ils étaient vraiment très mal briefés, notamment côté américain, puisque c'est Donald Trump qui rapporte ses propos, c'est que Bill Browder, s'il est certes né aux États-Unis, est aujourd'hui un citoyen britannique, et qu'il est un petit peu compliqué pour le président américain d'intervenir sur ce dossier. Mais peu importe, c'est pour vous dire à quel point je pense qu'on a là un outil qui demande à être adapté évidemment à ce qui est notre droit. Nous avons peu de tradition en la matière, pourrait peut-être être plus efficace encore dans un cadre européen. C'est une piste de réflexion qui je pense, est à l'étude, mais qui aurait le mérite de nous donner les outils pour mettre en œuvre de façon concrète les principes posés en 1948. Voilà autant de chantiers que j'espère qu'on pourra mener ensemble. Et donc je vous donne rendez-vous pour ça. Je vous donne rendez-vous aussi le 10 décembre. Ça sera une journée importante qui sera marquée à Paris par divers événements. La remise des prix de la République française des droits de l'homme par Nicole Belloubet. Une après-midi de réflexion au Quai d'Orsay qui sera conclue par Jean-Yves Le Drian sur ce que c'est aujourd'hui l'héritage de la Déclaration universelle et comment on fait pour la faire vivre concrètement. Et puis une soirée à Chaillot, puisque c'est là que tout a commencé, que la déclaration a été signée, qui s'appellera la Veillée de l'Humanité, et qui est organisée par le Théâtre National de Chaillot. Donc voilà, rendez-vous au 10 décembre et toute l'année pour poursuivre, j'espère, ces combats ensemble. Merci en tout cas de votre présence.